Alors, rebonsoir tout le monde. Bon, j'ai déjà parlé que l'équilibre du milieu intérieur et ces pathologies, bien sûr, sont fait partie de, bien sûr, des modules étudiés par l'équipe de réanimation, en réanimation médicale et en néphrologie. Par contre, nous, en réanimation, on prend en charge des malades qui présentent un trouble de l'équilibre du milieu intérieur, surtout l'hyponatrémie, l'hypernatrémie, calémique, potassium, sodium, calcium et tout, dans sa forme grave. Par contre, le néphrologue, bien sûr, il va prendre en charge, bien sûr, une hyponatrémie ou une hypercalcémie qui n'est pas grave et qui n'est pas fatale. D'accord? Alors, sans retard, on va entamer ce qu'on appelle notre thème pour aujourd'hui, c'est l'hyponatrémie. L'hypo-NA. D'accord? Alors, par contre, quand on parle du sodium, systématiquement, on doit parler de l'eau. D'accord? Parce que apporter du sodium égale apporter de l'eau. Limiter le sodium égale limiter l'eau. D'accord? Alors, entrée du sodium égale entrée de l'eau, sortie du sodium égale sortie de l'eau. Alors, l'eau, il suit toujours le sodium. Ça, c'est la règle numéro 1. Alors, l'eau qui représente 60% du corps humain. D'accord? Alors, 40%, d'accord, dans l'intracellulaire et 20% dans l'extracellulaire. D'accord? Par contre, quand on dit extracellulaire, on dit vaisseau, veut dire vasculaire, et on parle de l'interstitium. D'accord? Alors, on a 5% de l'eau dans le secteur vasculaire et 15% de l'eau dans le secteur interstitiel. D'accord? Le total, bien sûr, 5, 15, 20, 40 égale 60. D'accord? Alors, vient d'où cette quantité de l'eau, ou bien cette 60%, elle doit rester 60%. Veut dire, par contre, nous, chaque jour, on boit de l'eau, veut dire, on apporte de l'eau, d'accord? Sous forme alimentation, sous forme jus, sous forme eau dans les aliments, sous forme boisson, d'accord? Et bien sûr, on fait sortir l'eau sous forme urine, d'accord? Sous forme sueur, sous forme diarrhée si on a une pathologie, d'accord? Alors, par contre, veut dire les entrées, doit égaler les sorties. Pour que ce 60% reste toujours 60%, alors que ce bilan doit être nul. Veut dire les entrées égale les sorties. D'accord? Alors, pratiquement 80% des entrées sont représentées par les boissons, l'eau contenue dans les aliments. Et n'oubliez pas qu'on a pratiquement 306 ou bien 300 millilitres. Ces 300 millilitres viennent d'où? Vient des réactions, bien sûr, endogènes. On s'appelle l'eau endogène qui vient des différentes réactions dans l'être humain, les réactions biochimiques et tout. D'accord? Alors, 300 plus à la limite 2000 par jour doit égal, bien sûr, on doit éliminer à la limite 3000, 2300 si les entrées sont 2300. Alors, on a dit que la majorité des sorties se forment urine, 80%. N'oubliez pas qu'on a pratiquement 726 C, qui sont des pertes qui s'appellent pertes insensibles. Quand on dit pertes insensibles, veut dire dans la respiration, dans le sueur, d'accord? Et n'oubliez pas les pertes fécales. Hein. Les pertes fécales, quand même, la matière fécale, elle contient pratiquement 200 millilitres de l'eau, d'accord? N'oubliez pas ça, d'accord? Alors 200 millilitres de l'eau et 720 millilitres de l'eau, elle est éliminée chaque jour, donc en dehors des urines, d'accord? N'oubliez pas, des fois, on a des malades qui font des crises sudorales, d'accord? Des crises sudorales, où la malade qui fait une fièvre à 40, bien sûr, il va donner des sueurs, il va donner une quantité importante de sueur qui peut toucher 1 litre, hein, bon, et ce sont toujours les pertes insensibles, parce qu'on ne peut pas les quantifier, hein. Par contre, elles se considèrent comme une perte. Je veux dire, un malade qui est dans beaucoup de sueur, systématiquement, il va tomber dans la déshydratation si les entrées ne sont pas suffisantes pour couvrir ces pertes, d'accord? Excellent. Alors, si on parle maintenant les termes l'osmolarité et l'osmolalité. D'accord? Alors, c'est quoi l'osmolalité? On a deux mots. L'osmolalité, bl, on a l'osmolarité. D'accord? L'osmola, bl, r. D'accord? L'osmolalité, c'est l'ensemble des molécules, d'accord, contient dans un kilo d'eau. D'accord? La solution, on l'a considérée par exemple l'eau. D'accord? C'est l'ensemble des molécules. D'accord? Ces molécules qui contient dans une quantité, dans un kilo d'eau. Alors que l'osmolarité, d'accord, c'est le nombre des molécules, d'accord, dans un litre d'eau. C'est ça la différence entre l'osmolarité c'est kilo d'eau, osmolarité c'est litre d'eau, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire osmolarité et tout? On a dit que ce sont des molécules, d'accord. Ce sont des molécules dans un liquide. Ce liquide, ici on a parlé de l'eau. Ici, l'eau considérée dans le sang, c'est le plasma, d'accord. Alors, si on a des molécules, d'accord, ici. Et on a deux compartiments, bien sûr. Par exemple, on a ce tube qui contient deux compartiments. Entre les deux, une séparation qui est diffusible, qui sert à diffuser, ou qui laisse diffuser les molécules de part et d'autre de ce qu'on appelle, comment s'appelle ça, cette séparation. Bon, j'ai oublié le mot exact. Alors, l'osmolarité, ou bien l'osmolalité, c'est l'ensemble des molécules, d'accord, qui diffusent ou pas.
D'accord? Veut dire ces molécules, soit ils sont grosses molécules qui ne peuvent pas dépasser cette barrière, et on a d'autres molécules qui sont peut-être petites qui peuvent dépasser, qui peut dépasser cette barrière. D'accord? Alors, l'osmolarité, c'est l'ensemble des molécules qui dépassent, qui traversent, d'accord, cette barrière ou non. C'est l'ensemble. C'est ça l'osmolarité. D'accord? Veut dire on a des molécules qui passent librement de A à B, d'accord? Et on a des molécules qui ne passent pas, qui restent ici juste dans le milieu A. D'accord? Est-ce que c'est clair? J'espère que oui. Est-ce que c'est clair, l'équipe? Je pense que oui. Alors, maintenant, si on parle de l'osmolarité efficace, ou bien tonicité. C'est quoi la tonicité? Ou bien l'osmolarité efficace, c'est l'ensemble des molécules qui ne peuvent pas traverser cette barrière, d'accord, entre les deux compartiments. C'est juste les molécules qui ne peuvent pas déplacer entre les deux compartiments. Pourquoi elle ne peut pas déplacer? Parce que il y a un problème X, on le laisse après, d'accord? Alors, parce que ces molécules sont tous des molécules osmotiquement actives, veut dire ils ont une pouvoir osmotique. Alors, parce que ces molécules ne peuvent pas traverser la barrière, elle va appeler l'eau qui se trouve ici, d'accord? Alors, elle va entraîner un mouvement de l'eau, d'accord? Soit par ici, soit les molécules ici, elles entraînent un mouvement de l'eau comme ça, d'accord? Alors, ces molécules ne peuvent pas traverser la barrière, alors elle va appeler l'eau. Alors, elle va entraîner un mouvement d'eau. Et parce qu'elle a entraîné un mouvement d'eau, l'ensemble de ces molécules, voilà, la concentration d'IL1, s'appelle l'osmolarité efficace ou bien tonicité. D'accord? Excellent. J'espère que c'est clair. Hein? Il n'y a pas clair plus que ça. D'accord? Alors, maintenant, on suppose que l'eau, ou les deux compartiments, c'est extracellulaire, d'accord, et le intracellulaire. D'accord? C'est l'extracellulaire et le intracellulaire. Ou bien l'extracellulaire vaisseau et extracellulaire interstitium. D'accord? Ça veut dire deux compartiments. Alors, on a alors des molécules ici. Parmi les molécules qui ont un pouvoir osmotique actif et importante, c'est le sodium. Pourquoi? Parce que une concentration à 135 jusqu'au 145 est suffisante pour millimol bien sûr par litre, est suffisante pour être le roi dans le milieu extracellulaire. D'accord? Alors, le sodium, c'est la molécule la plus importante dans le milieu extracellulaire. Est-ce que c'est clair? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que c'est nombreux, elle est nombreux par rapport au potassium qui est 3,5 jusqu'à 5,5. Par exemple, le Mg, le calcium, le cuivre et tout. On a le sodium qui est le plus important dans le milieu extracellulaire. Alors c'est le roi, c'est le chef du milieu extracellulaire. C'est pour cette raison que celui qui touche le sodium, aucun problème qui touche le sodium, va entraîner systématiquement un mouvement d'eau ou bien un mouvement de sodium, laissant un déséquilibre du milieu interne. D'accord? Excellent. Alors, ce sodium, ces molécules de sodium exercent bien sûr une osmolarité dans le milieu extracellulaire, de le sang veut dire, dans le sang, d'accord, et elles imposent une osmolarité, bien sûr, majoritairement par le sodium. C'est pas que le sodium qui a un pouvoir osmotique, le sodium plus les autres molécules. Par contre, c'est lui le plus important, d'accord. Alors, l'osmolarité du milieu extracellulaire, ou du sang, est égale entre 280 jusqu'à 295 milliosmoles par litre. D'accord? Ça, c'est l'osmolarité normale du milieu extracellulaire ou bien du milieu sanguin. Excellent. Alors, notre TD aujourd'hui, c'est l'hyponatrémie. Comment raisonner efficacement et plus clairement à l'hyponatrémie ou devant une hyponatrémie. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez un ionogramme. Vous avez envoyé, par exemple, un biochimie au laboratoire avec un ionogramme, par exemple, un kalimat 3,5, une hyponatrémie ou une natrémie à 115 millimoles par litre. Alors, comment raisonner devant cette 115? Comment je peux savoir c'est quoi l'origine de cette 115? Et comment, bien sûr, je peux traiter cette 115 millimoles par litre de natrémie? Alors, excellent. Alors, le laboratoire qui a donné l'ionogramme, il est censé aussi de vous donner ce qu'on appelle l'osmolarité mesurée. D'accord? Veut dire il y a un paramètre important qui n'existe pas chez nous, malheureusement. Bon, pour une question qui parle de l'osmolarité, c'est l'ensemble des molécules qui diffusent et qui ne diffusent pas, veut dire c'est l'ensemble, par kilo d'eau, c'est l'osmolarité par kilo d'eau, d'accord? On a du liquide avec. L'osmolarité, c'est par litre, c'est les mêmes molécules, d'accord? Par litre d'eau, d'accord? Excellent. Alors, on revient. Le laboratoire doit vous donner un paramètre important, c'est l'osmolarité mesurée. Exactement comme il a pu vous donner ce chiffre 115, il peut aussi vous donner un chiffre qui s'appelle l'osmolarité mesurée. Et c'est ça qui manque chez nous pour, bien sûr, diagnostiquer n'importe quelle hyponatrémie. L'étiologie, bien sûr. Alors, l'osmolarité mesurée, par exemple, elle est à 280. Excellent.
je peux, par exemple, calculer ce qu'on appelle l'osmolarité calculée. L'osmolarité calculée, l'osmolarité calculée est égale 2 fois natrémie plus la glycémie plus urée. D'accord? Millimol, hein, les deux avec millimol par litre. D'accord? Alors, j'ai une natrémie par exemple à 115, alors 2 fois natrémie, c'est 230, d'accord? 230 plus, par exemple, la glycémie elle est normale, l'urée aussi elle est normale, 1, alors l'ensemble est égal à 232, d'accord? 232, c'est une hypo-osmolarité ou non? Bien sûr que c'est une hypo-osmolarité, d'accord? C'est une hypo-osmolarité. Mais est-ce que je peux dire que le fait que j'ai une hyponatrémie, une hypo-osmolarité, c'est une osmolarité vraie? Ah, c'est une hyponatrémie vraie? Alors qui dit oui pour cette j'ai une osmolarité calculée à 232. Là, une hypo-osmolarité calculée. En parallèle, j'ai une hyponatrémie. Est-ce que je peux dire que c'est une hyponatrémie vraie ou non? Alors, est-ce que je peux dire que c'est une hyponatrémie vraie? Alors, j'attends vos réponses, bien sûr, pour pouvoir continuer, pour voir est-ce que vous avez compris un petit peu ou non. J'ai une hyponatrémie, très bien, j'ai une hypo-osmolarité calculée. Alors, est-ce que j'ai le droit de dire que c'est une hyponatrémie? Vraie hyponatrémie. Bon, apparemment, la majorité, j'ai ici 6 pratiquement qui disent oui. Malheureusement, c'est faux. D'accord? Ça, c'est faux. Pourquoi, mes amis, c'est faux? Parce qu'on a dit, finalement, on n'a pas dit, hein, d'accord? C'est l'osmolarité mesurée qu'on cherche. C'est l'osmolarité mesurée qu'on veut. C'est l'osmolarité mesurée qui tranche. D'accord? L'osmolarité calculée, elle ne tranche à rien. Pourquoi? Parce qu'elle reflète juste le chiffre. Elle reflète juste la natrémie, hein, d'accord? Elle reflète juste l'hyponatrémie, parce que c'est l'élément le plus important, d'accord? Alors, madame, tant que j'ai une hyponatrémie ici, systématiquement, j'aurai une hyposmolarité. C'est toujours calculé. Alors, calculer, ça va servir à rien, ça va servir à rien à diagnostiquer efficacement une hyponatrémie. Oui, ça va aider dans certaines situations, on va l'appeler après, mais ici, elle ne servira à rien, d'accord? Ce que je veux, c'est l'osmolarité mesurée. C'est l'élément le plus important, d'accord? C'est pas l'osmolarité calculée. D'accord? Alors après, bien sûr, j'ai une hyponatrémie sur le bilan, je vais directement sur l'osmolarité mesurée, je vois l'osmolarité mesurée, comment elle est, on va voir. Alors j'ai une hyponatrémie, plus j'ai une osmolarité mesurée qui est normale. C'est la première situation. J'ai toujours une j'ai une hyponatrémie, en parallèle j'ai une osmolarité mesurée qu'elle est élevée, c'est-à-dire une hyperosmolarité. J'ai une hyponatrémie, plus une osmolarité mesurée toujours qu'elle est basse. D'accord? Alors, 3 situations. Chaque situation a, bien sûr, chaque situation bien sûr, a une explication, bien sûr, on va voir. D'accord? Alors, si j'ai une hyponatrémie, j'ai une osmolarité qui est normale. Ça veut dire quoi? Vas-y. Ça veut dire quoi une hyponatrémie, d'accord, à 115, et en parallèle une osmolarité normale. C'est-à-dire le liquide, le sang contient du... à 42 €. Avec ça. Alors, j'ai une hyponatrémie et une osmolarité normale. Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est une hyponatrémie vraie? C'est une hyponatrémie qui n'est pas vraie? C'est une pseudo-fausse? Comment s'appelle ça? Vas-y, j'attends vos réponses, mes amis. Vas-y, j'attends vos réponses. Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, j'ai une hyponatrémie profonde à 105. Vas-y, à 105. Et j'ai une osmolarité qui est pratiquement normale. Mesurée, je pars toujours à mesurer. Veut dire la réalité de l'osmolarité sanguine, elle est normale. Veut dire, c'est l'ensemble des moléculaires, calcium, potassium, glucose, urée, créate, glycose, tout ce que vous voulez, sodium, tout. J'ai une osmolarité, mesure qu'elle est normale. Et en parallèle, j'ai une hyponatrémie qui est sévèrement basse. Ça veut dire quoi? Vas-y. Bon, pour celui qui en dit milieu intérieur, on doit parler de l'eau et du sodium. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Par contre, moi, personnellement, j'ai essayé de comprendre l'hyponatrémie à travers l'eau, à travers la déshydratation, l'hyperhydratation intracellulaire, déshydratation extracellulaire globale. J'ai pas pu, sincèrement. Par contre, j'ai pu comprendre l'hyponatrémie ou des déséquilibres du milieu intérieur à travers le sodium, d'accord? Et c'est ça, comment dirais-je, la différence, d'accord? Vous pouvez comprendre aussi à travers l'étude de ce qu'on appelle la déshydratation, hyperhydratation, je sais pas. Par contre, moi, j'ai pu comprendre à travers sodium et je vois que c'est très simple par rapport l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Alors, ça veut dire que c'est une pseudo, ça s'appelle pseudo, ça s'appelle pseudo-hyponatrémie, d'accord?
Pourquoi un besoin d'hyponatrémie? Imaginons-nous que c'est du sang, d'accord? Ça, c'est le milieu extracellulaire, le milieu sanguin, d'accord? Alors, le prélèvement, on prend un prélèvement de biochimie, on l'achemine au laboratoire. Alors, la machine, elle va prendre, bien sûr, une petite quantité du sang, et après, elle va vous donner l'anatrémie, l'osmolarité, calcémie, calémie, et tout ce que vous voulez, d'accord? Alors, dans ce sang, dans ce tube du sang, on a des molécules, des grosses molécules, d'accord? Ces grosses molécules, elles occupent l'espace, d'accord? Elles occupent l'espace, d'accord? Alors que, tant que la machine, elle prend une quantité de ce sang, elle va se trouver dans une situation floue. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle calcule la concentration du sodium selon tout le volume, ou bien juste le volume qui se trouve à travers ces grosses molécules? Ces grosses molécules, oui, elles occupent l'espace. Par contre, n'est pas considéré comme un volume, par litre, veut dire par litre, d'accord? Alors la machine, elle se trouve dans une situation floue, hein, d'accord? Elle va prendre la concentration du sodium en fonction de tout le volume, d'accord? Et ça va donner ce qu'on appelle une hyponatrémie, d'accord? Et ces grosses molécules, c'est les protides, dans la maladie hyperprotidémie sévère et dans l'hypertriglycéridémie sévère. C'est les deux situations qu'on a une hyponatrémie, bien sûr, c'est l'hyponatrémie qui s'appelle pseudo-hyponatrémie, d'accord? Mais quand on parle de hyperprotidémie ou bien hypertriglycéridémie, on ne parle pas des chiffres basses ou bien des chiffres proches de la valeur supérieure, non, on parle des chiffres très très élevés, veut dire une hypertriglycéridémie sévère et une hyperprotidémie sévère, d'accord? Pour qu'elle puisse donner cette hyponatrémie, d'accord? Excellent, mes amis. Bon, malheureusement, ce n'est pas l'hyponatrémie de dilution. D'accord? Ça ne s'appelle pas l'hyponatrémie de dilution. L'hyponatrémie de dilution, c'est autre chose. Alors, on arrive maintenant à la deuxième situation. La deuxième situation, c'est une hyponatrémie avec quoi? Avec une osmolarité élevée. D'accord? C'est la deuxième situation. J'ai une osmolarité ici qui est élevée. Et en parallèle, j'ai une osmolarité, bien sûr, toujours mesurée. Et en parallèle, j'ai une hyponatrémie basse. Ça veut dire quoi encore? Il y a un problème. J'ai une hyponatrémie, le chef, il est bas, d'accord? La concentration du chef, elle est basse. Par contre, l'osmolarité, elle est élevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème, non? Ça veut dire quoi? Vas-y. Oui, bien sûr, on ne va pas attendre longtemps. Ça veut dire qu'il existe dans le sang des molécules osmotiquement actives, d'accord? Qui rendent le sang très hyper osmolaire, d'accord? Parmi ces molécules, on a le mannitol, d'accord? On a le glycocol. C'est quoi le glycocol? Le glycocol, on a le glycérol aussi, utilisé dans la neurochirurgie. On a le glycérol, et voilà, et on a le glycérol, et on a le glycocol. Pour le glycérol, je pense qu'il est utilisé aussi en urologie. Hein. Je ne sais pas dans quel geste, mais on reçoit beaucoup d'appels d'uro pour une hyponatrémie. Finalement, ça s'appelle une fausse hyponatrémie, d'accord? Ça s'appelle une fausse hyponatrémie. Une hyponatrémie plus osmolarité élevée, ça s'appelle une fausse hyponatrémie, d'accord? Alors, soit je dois vérifier, est-ce que mon malade, elle a reçu une dose de mannitol? Est-ce qu'il a fait une intervention en urologie pour un problème urologique, les chirurgiens ont utilisé cette molécule, le glycérol, ou bien mon malade, je ne sais pas si vous connaissez glycocol. Glycocol, c'est un produit chimique utilisé parmi les compositions d'un liquide utilisé dans les voitures pour refroidir les radiateurs et pour refroidir les moteurs. Dans les radiateurs, c'est un liquide vert, pistache qui attire les enfants. Et alors, les enfants, quand ils voient ce genre-là de liquide qui est vert, pistache, attire, bon, ils vont essayer de goûter ce liquide et malheureusement, ils vont tomber dans l'intoxication. Alors, bien sûr, pratiquement, si on trouvera après une hyponatrémie, ça veut dire systématiquement que c'est une fausse hyponatrémie. Je dois traiter cette intoxication pour se débarrasser de cette fausse hyponatrémie. Une autre situation, c'est l'hyperglycémie, c'est connu, d'accord? Je laisse toujours les trucs connus à la fin, sur Bitol aussi, avec ça, merci. L'hyperglycémie, alors, une fausse hyponatrémie. Je dois bien sûr régler. Je ne vais pas traiter l'hyponatrémie dans cette situation. Je dois traiter l'hyperglycémie. Après, l'anatrémie, elle va se régler systématiquement. D'accord? Excellent. Maintenant, on arrive à la troisième situation. La troisième situation, bon, ça c'est une pseudo-hyponatrémie. Hein? Ça c'est une fausse hyponatrémie. Et bien sûr, parce que j'ai une hyponatrémie et en parallèle, j'ai une hyposmolarité mesurée. D'accord? Ça s'appelle une vraie hyponatrémie. D'accord? Est-ce que c'est clair, mes amis? L'albumine en cas d'hyponatrémie, on va parler de ça, d'accord? Alors, voilà maintenant la situation la plus difficile. Bon, finalement, c'est pas la plus difficile. Alors, j'ai une hyponatrémie, d'accord? Plus une hypoosmolarité
mesuré. D'accord? Alors, dans cette situation, je dois compléter mon bilan. Finalement, ce n'est pas bilan, mon examen clinique. Alors, je dois voir maintenant l'état de réhydratation de mon malade. Mon malade, comment il est? Cliniquement, je parle. Hein? Il est déshydraté. Mon malade, il est déshydraté? Oui, non. Il est hyperhydraté? Oui, non. Il est normal. Il est ni hyperhydraté, ni déshydraté. Mon malade, il est normo-hydraté. Très bien. Alors, là, premier, je dois voir, le contenu en eau et en NaCl en extracellulaire. Et c'est ça ce qu'on appelle l'état de réhydratation du mon malade. D'accord? Alors, j'ai trois situations. Mon état de réhydratation, on va l'appeler eau et NaCl extracellulaire. D'accord? Alors, mon malade, il est déshydraté. Ou bien mon malade, il est normo-hydraté. D'accord? Ça veut dire une chose. Mon malade, il est hyperhydraté. D'accord? Ça veut dire une chose. Mais mon malade, il est déshydraté. D'accord? Mon malade, il est déshydraté ou bien inférieur à H2O. Ça veut dire une chose. D'accord? Alors, mon malade, il est en hyponatrémie. Il a une osmolarité mesurée basse. Alors, c'est une vraie hyposmolarité. Mon malade, cliniquement, il n'a ni pellicutanée, ni hypotension, ni tachycardie, les globes oculaires en place. Tous les signes de la déshydratation ou hyperhydratation ne sont pas là. D'accord? Mon malade n'a pas d'œdème périphérique, les membres ne sont pas enflés, les extrémités aussi n'ont pas enflé. Mon malade, cliniquement, il est normal, il est normalement hydraté. Ça veut dire quoi? Ça va nous orienter vers trois pathologies. Ces trois pathologies, la première pathologie, c'est la CIADH. D'accord? La sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques. Cette hormone antidiurétique, elle est sécrétée dans la situation normale, ou il est sécrété ou dans la situation où on a bien sûr une hypovolémie. Mon malade est saigné par exemple, mon malade il a une hypotension, mon malade il est déshydraté. Alors qu'est-ce qu'il fait le corps? Il va sécréter l'hormone antidiurétique pour bien sûr pour préserver la quantité de l'eau qui existe dans le corps. Bien sûr, le corps il a besoin de l'eau, il a besoin de son eau. Alors pourquoi il perd de l'eau? Non. Alors c'est grâce à l'ADH, elle va freiner la sécrétion de l'eau, bien sûr, dans les urines. Alors, bien sûr, le malade, il va uriner une petite quantité et c'est des urines concentrées. Ça, c'est dans la situation normale. Dans la situation où on a une sécrétion inappropriée, d'accord, mon malade, il a une sécrétion inappropriée. Et vient d'où cette sécrétion inappropriée? Mon malade, il a par exemple un traumatisme cérébral. Mon malade, il a une tumeur cérébrale. Mon malade, il a une méningite, il a fait une méningoencéphalite, il a fait un accident vasculaire cérébral. Mon malade, il a une pneumonie, une tuberculose, cancer bronchique, cancer pancréatique, cancer du prostate, il a un lymphome, il a pris certains médicaments comme le carbamazepine, le vincristine, certains antidépresseurs. Alors mon malade, il va sécréter d'une manière inappropriée son ADH. D'accord? Et parce qu'on a une sécrétion inappropriée d'ADH, ça va entraîner quoi? Une rétention de l'eau. D'accord? Par contre, cette rétention de l'eau, cliniquement, elle n'est pas, bien sûr, évidente sur mon malade. Mon malade, cliniquement, il est normo-hydraté. Alors, pour que mon malade, alors j'ai une hyponatrémie, hyposmolarité, mon malade, il est normo-hydraté, alors je pose le diagnostic de CADH? Non. Il faut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 critères pour dire que c'est une CADH. Alors, l'osmolarité doit être basse, inférieure à 200, le critère numéro 1, l'osmolarité doit être basse, inférieure à 275 milliosmoles par kilo. D'accord? L'osmolarité, d'accord? L'osmolarité, c'est par litre. J'ai une hyponatrémie, bien sûr. D'accord? Mon malade, j'ai dit qu'il est en euvolémie. D'accord? Ça veut dire, cliniquement, il n'est pas déshydraté. Mon malade doit pas présenter une hypothyroïdie. D'accord? Mon malade ne doit pas présenter une insuffisance surrénalienne. D'accord? Mon malade doit avoir une fonction rénale normale. D'accord? Ou bien absence de traitement diurétique récent. D'accord? Et mon malade aussi, il doit avoir une osmolarité urinaire plus de 100 milliosmoles par kilo. C'est pour cette raison les urines sont hyperosmolaires. D'accord? Et le dernier critère, c'est que la natriurèse, d'accord, ou le sodium urinaire doit dépasser le 30 millimoles par litre à condition d'apport sodique et hydrique normaux. D'accord? Voilà les 7 critères pour dire que c'est une CADH. Le diagnostic, c'est un CADH. Est-ce que c'est clair? J'espère que oui. Ça, c'est la première situation devant une hyponatrémie, hyposmolarité, malade en ovolémie ou la cliniquement normale. La deuxième situation, ou la deuxième pathologie, c'est la potomanie. La potomanie, qu'est-ce que ça veut dire la potomanie? La potomanie, c'est un malade qui a une maladie psychiatrique. Cette maladie psychiatrique, elle le pousse à boire une quantité énorme de l'eau. D'accord? Il aime l'eau d'une manière importante, d'une manière inimaginable. D'accord? Alors, il boit pratiquement, si on peut dire, 10 litres par jour. Ses reins sont
sont des reins viables et fonctionnels, le maximum que ces reins puissent pisser, c'est par exemple si on dit qu'elle peut uriner 9 litres. D'accord? Alors, mon malade, il prend 10 litres. Il urine 9 litres. Toutes les néphrones sont fonctionnels. À 100%, le malade, il peut uriner 9 litres. Par contre, mon malade, il boit plus de 9 litres. Ça veut dire qu'il boit plus que la capacité terminale et finale et possible des reins. Alors, il va garder de l'eau, bien sûr, dans son corps. Par contre, cette quantité de l'eau, les 1 litre, d'accord, elle ne sera pas visible, d'accord, cliniquement visible sur l'état du patient. Veut dire le patient, elle ne va pas, bien sûr, présenter une hyperinflation ou la désœdème. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un mouvement dynamique de l'eau. Le malade, il boit et il urine. Veut dire cet 1 litre, ou ce 1 litre là, il n'est pas statique hein, pour qu'il puisse donner des œdèmes, non, il est dynamique. Veut dire on ne peut pas le ressentir. C'est pour cette raison on tombe dans l'hyponatrémie. D'accord? Excellent. La troisième maladie qui peut provoquer l'hyponatrémie, hyposmolarité, malade en euvolémie, c'est l'hypothyroïdie. Pour le mécanisme tout court, j'en sais pas, d'accord. Le mécanisme pour lequel cette hypothyroïdie, elle donne cette hyponatrémie, sincèrement, j'en sais pas, d'accord. Alors, si quelqu'un d'entre vous il a la réponse, bien sûr, j'espère qu'il nous donne cette réponse, d'accord. Alors, ça, dans l'hyponatrémie, hyposmolarité, mon malade en euvolémie. Maintenant, la deuxième situation, veut dire mon malade, bon, si on parle que cette deuxième situation, elle vient ici, d'accord, pour qu'on puisse expliquer. Alors, mon malade, il est en hyponatrémie, il est en hyposmolarité. Si je vois sur le plan extracellulaire comment il est, mon malade, il est en hyperréhydratation. Veut dire mon malade, il est infiltré. Quand on dit infiltré, œdème des membres inférieurs, œdème des membres supérieurs, bouffée du visage, acide de grande abondance, épanchement pleural, d'accord? Et ça, c'est pas le troisième secteur. Hein. Quand on dit le troisième secteur, il est considéré comme une déshydratation, pas une hyperhydratation, parce que c'est une cavité formée qui absorbe l'eau, d'accord? Par contre, l'œdème et le patient, parce qu'il est infiltré, c'est l'interstition qui est touchée, d'accord? Alors, j'ai des œdèmes des membres inférieurs, un épanchement pleural, des épanchements pleuraux, bien sûr, épanchement péricardique et acide, et bien sûr, les œdèmes. D'accord? Alors, quelles sont l'origine? C'est quoi l'origine de cette hyponatrémie? Finalement, c'est ça, l'hyponatrémie de dilution, qui parle d'une hyponatrémie de dilution. D'accord? Alors, quelles sont les étiologies? On a 3 étiologies. Plutôt, on a 4 étiologies. D'accord? Alors, la première pathologie, c'est l'insuffisance cardiaque, et surtout l'insuffisance cardiaque droite. D'accord? Mon malade qui est en insuffisance cardiaque droite, d'accord? Mon malade, alors, il est en insuffisance cardiaque droite. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va avoir un malade qui ne peut pas éjecter le sang correctement. Le VD ne peut pas assurer la fonction d'éjection. Alors, on trouve, bien sûr, le sang qui attend dans le vein cave supérieur, inférieur et tout. Alors, le sang, il va attendre dans le vein cave. Il attend le VD pour qu'il puisse éjecter le sang. Alors, on va avoir une augmentation de pression hydrostatique dans les vaisseaux, d'accord, surtout en bas, d'accord. Et bien sûr, plasma ou bien l'eau, il va passer sur la loi de pression hydrostatique du vaisseau vers l'interstition. D'accord? C'est pour cette raison on voit des malades avec des œdèmes du membre inférieur. D'accord? L'eau, elle va passer d'une manière, le vaisseau, vers le milieu interstitium. C'est pour cette raison ça donne des œdèmes. D'accord? Excellent. La deuxième situation, chez un malade qui présente une maladie qui s'appelle cirrhose hépatique. Cirrhose hépatique veut dire le foie, il est malade. Parce que le foie, il est malade, il n'y a pas de formation d'albumine, d'accord? Il n'y a pas d'albumine. Pas d'albumine, ça veut dire une diminution de pression oncotique, d'accord? Une diminution de pression oncotique de le vaisseau toujours. Ça va entraîner un mouvement d'eau du vaisseau vers l'interstition. D'accord? Alors, contre par rapport, veut dire le contraire par rapport à la pression hydrostatique. Veut dire l'eau, il passe où il y a la pression basse, la pression oncotique basse, vers où il y a la pression oncotique élevée. D'accord? Alors, il va passer du milieu du vaisseau vers l'interstitium et on va y avoir des œdèmes, acides, épanchement pleural et tout. Épanchement pleuré et tout. D'accord? Alors, la troisième pathologie, c'est quoi? La troisième pathologie, c'est le syndrome néphrotique. Alors, quand on dit syndrome néphrotique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rein, d'accord, il perd les protéines. Il y a une maladie dont le rein il est malade, il perd les protéines. Alors, cette perte de protéines va entraîner systématiquement une diminution de pression oncotique et bien sûr passage de l'eau du vaisseau vers l'interstition.
D'accord? Le quatrième situation, c'est l'insuffisance rénale, surtout chronique. D'accord? Alors, l'insuffisance rénale chronique, il va entraîner, bien sûr, il va donner une hyponatrémie avec une hypoosmolarité, avec un malade qui est, bien sûr, infiltré. Alors, ce qu'on appelle, il y a une rétention d'eau, parce que le rein ne peut pas, bien sûr, ne peut pas assurer la fonction de filtration, ne peut pas assurer la fonction de sécrétion des urines, de l'eau. Alors, le malade, il garde l'eau, parce qu'il garde l'eau, il va donner, bien sûr, une bien sûr, inflation. L'eau, elle va passer, bien sûr, du vaisseau vers le milieu interstitieux. Alors, insuffisance cardiaque droite, cirrhose hépatique, syndrome néphrotique, insuffisance rénale. Concernant l'hypothyroïdie, pourquoi qu'on a si périphérique, qu'on dit des myxédèmes, je ne sais pas. Pour l'hypothyroïdie, je vous invite à me donner la réponse. Sincèrement, je ne sais pas comment, par quel mécanisme l'hypothyroïdie, elle donne l'hyponatrémie. Est-ce que c'est clair pour cette situation? Il y a hyponatrémie, post-molarité, un malade qui est infiltré. D'accord? Infiltré, ou bien cliniquement, il est en hyperhydratation extracellulaire, bien sûr. Parce que l'interstitium, elle fait partie de l'extracellulaire. Maintenant, on arrive à la situation où on a une hyponatrémie, plus une hypoosmolarité toujours mesurée, plus un contenu en eau et un ACL, il est basse. Et ça veut dire quoi? Que le malade, il est déshydraté. D'accord? Mon raisonnement, maintenant, on doit rajouter un autre élément dans cette situation, c'est la natriurèse ou bien l'ionogramme urinaire. D'accord? Alors, je dois avoir, pour diagnostiquer une hyponatrémie, je dois avoir un ionogramme sanguin, un ionogramme urinaire, une osmolarité mesurée. D'accord? Et bien sûr, l'ensemble des paramètres biochimiques, protéides, glycérides, la glycémie et tout. D'accord? Alors, excellent. Alors maintenant, je vois dans mon ionogramme urinaire la natriurèse, ou bien le sodium urinaire. D'accord? Alors, si je vois maintenant, on a dit, je vois là le sodium, je dois savoir le sodium urinaire. D'accord? Alors, si mon natriurèse, elle est plus de 30 mec par litre, ça veut dire quoi? Regarde, mon malade, il est déshydraté et en parallèle, il perd encore du sodium. Vous voyez que c'est pas normal. Normalement, mon malade, il est déshydraté. Le rein, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit retenir le sodium pour qu'il puisse retenir l'eau. Parce qu'on a dit que l'eau, il suit le sodium. D'accord? Alors, comment mon malade, il est déshydraté et en parallèle, il élimine, il perd le sodium. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rein, il est malade. D'accord? C'est la seule situation. Bon, finalement, c'est pas la seule situation. Hein, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rein n'est pas normal. Soit il est forcé à excréter le sodium, soit il est malade. D'accord? Alors, j'ai ici 4 situations. Le rein, il est malade. Une maladie qui s'appelle néphropathie à perte de sel. D'accord? J'ai une maladie qui s'appelle néphropathie à perte de sel. Cette néphropathie, elle perd le sel. Quel que soit l'état de l'hydratation du malade. Il est hydraté, déshydraté, peu hydraté, il est vide. Hein? Le rein, il ne comprend rien. Il perd le sodium, d'accord, malgré tout, d'accord. Et bien sûr, parce qu'il perd le sodium, il va entraîner un mouvement aussi une perte de l'eau, et bien sûr, le malade, il va tomber dans la déshydratation, d'accord. Finalement, c'est ça qui entraîne ça, c'est pas le contraire, d'accord. Malgré que le contraire, hein. Bon, non, c'est pas le contraire, c'est ça qui a entraîné la déshydratation maintenant, d'accord. Maintenant, le rein, il subit un traitement qui s'appelle l'Azilix. L'Azilix, il fait quoi? Il force le rein à excréter le sodium. Pourquoi excréter le sodium? Pour faire uriner le malade. D'accord? Excréter le sodium égale systématiquement excréter l'eau. L'eau après, veut dire les urines. D'accord? Alors quand on force le malade à uriner, d'accord, à travers l'Azilix, bien sûr, on trouve la natriurèse plus de 30. D'accord? Ou bien j'ai un malade qui a une insuffisance surrénalienne. Insuffisance surrénalienne, c'est le mécanisme pour lequel il tombe dans la déshydratation. D'accord? Ou bien un diurèse osmotique. Quand on dit diurèse osmotique, veut dire des molécules, d'accord, quand on dit diurèse osmotique, veut dire des molécules osmotiquement actives, d'accord, qui va entraîner la sortie de l'eau, forcée, d'accord, forcée, d'accord, veut dire l'hyperglycémie, elle fait quoi l'hyperglycémie? Elle donne bien sûr, une diurèse osmotique. C'est pas comme le diabète insipide, hein. Diabète insipide, c'est autre chose, d'accord. La diurèse osmotique, le mannitol, il va bien sûr stimuler certains récepteurs dans le rein et va entraîner une sortie de l'eau, d'accord, sous forme urine. Les molécules hyperosmolaires, ils appellent de l'eau de l'intracellulaire vers l'extracellulaire, après de l'extracellulaire vers l'extérieur. D'accord? C'est pour cette raison les malades qui ont une hyperglycémie, ils urinent beaucoup. Les malades qui ont sous mannitol, ils urinent beaucoup. D'accord? Mais ce sont des urines osmotiques. Ça veut dire ni hypoosmotique, ni hyperosmotique, ni hypoosmolaire, ni hyperosmolaire. C'est des urines osmotiques. Ça veut dire comme le sérum salé. D'accord?
veut dire l'osmolarité de ces urines sont des urines normales, d'accord? Est-ce que c'est clair? C'est ces 4 situations qu'on a une hyposmolarité, hyponatrémie et une déshydratation. Voilà les causes qui entraînent cette déshydratation. Et c'est quoi l'élément qui nous a orienté vers ces 4 éléments? C'est la natriurése qu'elle est élevée, plus de 30. D'accord? Maintenant, une natriurése, toujours ici, hein, maintenant on prend ça. J'ai une natriurése qu'elle est inférieure à 30 mec par litre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rein, il est sain, d'accord? Ça veut dire que le rein, il est sain. Parce qu'il est sain, le malade, il est en déshydratation, le rein, il est sain, il a fait la rétention de sodium. Il a retenir l'eau, il a retenir le sodium, et systématiquement, il va retenir l'eau, d'accord? Et ça veut dire qu'elle fonctionne bien. Alors pourquoi mon malade, il est en déshydratation, si le rein, il fonctionne bien? Ça veut dire qu'on a d'autres pathologies, ou d'autres parties, ou d'autres zones qui fait ces pertes, ou qui est à cause de cette déshydratation, par exemple, diarrhée. D'accord, vomissement important, brûlure étendue, d'accord, sudation extrême, les dermatoses sévères, hein, d'accord, ou bien voilà, hein, d'accord, dire c'est des pertes extra-rénales, sont des pertes extra-rénales. Par contre ici, sont des pertes rénales, d'accord. Ici sont des pertes extra-rénales. C'est pour cette raison que le rein il retient le sodium et ultérieurement ou bien en parallèle l'eau. Alors voilà. Alors bien sûr les urines dans cette situation sera hyperosmolaire, hyper concentré, d'accord? Sera hyper l'osmolarité urinaire est typiquement élevée, qui traduisons bien sûr la concentration des urines. Est-ce que c'est clair? J'espère que oui. Hein. Voilà un petit peu, on a fait le tour concernant les différentes étiologies, hein, le raisonnement devant l'hyponatrémie. On va laisser bien sûr le traitement. Est-ce qu'on laisse le traitement pour demain ou bien on l'aborde aujourd'hui?